What is wrong? Et si vous halluciniez la femme que vous avez assassinée, celle que vous considériez comme une figure maternelle, avec un bon complexe d'Oedipe, et qu'elle vous disait que vous êtes Dieu, que feriez-vous? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Après un premier épisode prometteur, la saison 5 s'enlise quelque peu. Le problème est le même que dans l'épisode 2. La série a posé les bases du conflit dès le départ. Le virus super est la clé pour vaincre le Protecteur et le reste de l'empire fasciste costumé de Vought. Mais avec 8 épisodes à remplir, la série semble obligée de trouver des moyens de complexifier les choses et de repousser le conflit jusqu'au moment opportun. On arrive donc à l'épisode 3, un chapitre un peu décevant, riche en explications, mais pauvre en rythme. La complication de cette semaine survient lorsqu'on apprend que le sang du petit soldat, enrichi par le V1, est résistant au virus. Cela signifie que Butcher et son équipe ne peuvent pas libérer le virus sans avoir d'abord trouvé un échantillon du V1. Naturellement, il ne reste plus aucun échantillon connu, ce qui nécessite une réunion avec l'ancien PDG de Vought, Stan Edgar, qui avait été évincé. Même si les apparitions ponctuelles d'Esposito sont agréables, l'épisode 3 n'exploite pas vraiment son personnage. Une fois de plus, il sert surtout à exposer l'intrigue, guidant nos protagonistes dans la bonne direction et vantant l'importance du capitalisme et de la monnaie. Certes, on assiste à quelques moments amusants entre Edgar et la crème, mais c'est à peu près tout ce que l'on peut dire du premier. Cet épisode paraît d'autant plus redondant qu'il reprend l'apparition de Stan Edgar dans la saison 2 de Gen V. On trouve même une allusion à sa rencontre avec Marie Moreau et ses amis. Comble de l'agacement, ces personnages sont à nouveau mentionnés, mais n'apparaissent pas du tout. Je sais que l'intention affichée est de ne pas laisser Marie et son équipe éclipser les personnages principaux. Mais Gen V avait mis en place une alliance intéressante que The Boys ne prend même pas la peine d'exploiter. Au lieu de cela, notre seul caméo Gen V cette semaine est Maverick, le fils du malheureux translucide. Il faut reconnaître que l'épisode tente d'insuffler un peu de drame à la première rencontre entre Maverick et Yui, l'assassin de son père, mais tout cela paraît forcé et superflu. Pire encore, cela détourne l'attention du conflit entre Yui et Zoé, qui semble pourtant bien plus important. De manière générale, Zoé paraît étrangement sous-exploitée dans cet épisode, disparaissant quasiment de l'intrigue à un certain moment. Jack Quaid nous offre un regard humain sur cet univers terrifiant, volontairement dépourvu de toute subtilité. Pourtant, son interprétation est d'une grande sobriété. Yui cache une profonde complexité et ne se laisse pas corrompre par la corruption endémique et l'ultra-violence débridée. À l'instar du Protecteur, Yui a vécu d'innombrables horreurs, mais il reste fidèle à ses valeurs. De même, Kimiko choisit activement de s'améliorer pour compenser son passé traumatique. C'est ce qui distingue les boys, enfin la plupart d'entre eux, des autres. Ils font le choix de ne pas laisser leurs secrets les définir au quotidien. Alors que l'intrigue principale commence à s'essouffler, la saison 5 repose de plus en plus sur le personnage du Protecteur, pour la mener à bien. Et il faut le reconnaître, Star est plus que capable d'assumer ce rôle. Ce méchant devient d'autant plus fascinant qu'il sombre dans la folie. Il se complaît simultanément dans la misère et l'apitoiement sur lui-même, tout en étant en proie à un incroyable délire de grandeur. L'enfance traumatisante de celui-ci et l'absence de figure parentale ont sans aucun doute fait de lui le monstre qu'il est. Toutefois, c'est aussi un rappel poignant que nous pouvons choisir de laisser notre douleur nous consumer, nous et tous ceux qui nous entourent, ou bien la surmonter. Nous pouvons traiter les autres comme nous aurions aimé être traités et briser le cycle de la souffrance. Le traumatisme transgénérationnel, en particulier, est un fil conducteur puissant pour le Protecteur et Ryan, et, dans une certaine mesure, pour le petit soldat. Il qualifie le Protecteur de déception, et on le voit se remémorer des souvenirs d'autres figures paternelles, comme Stan Edgar et Jonah Vogelbaum, lui disant la même chose, il est pathétique, un raté. Le Protecteur est un narcissiste. Au lieu d'affronter ses sentiments douloureux, il s'accroche à son ego démesuré et à son besoin excessif d'admiration. Une fois de plus, Anthony Starr livre une performance magistrale. Il explore avec brio les vulnérabilités du Protecteur cette saison. Starr n'hésite pas à explorer des aspects étranges, car, il faut bien l'avouer, il est un personnage profondément bizarre. Depuis le début, il perd progressivement le contact avec la réalité, et la dernière saison pousse sa folie à son paroxysme. Starr lui confère une présence à l'écran fascinante. C'est un vrai régal de voir Starr explorer les deux extrêmes des sautes d'humeur de son personnage. Il parvient à maintenir une certaine crédibilité chez le Protecteur, malgré des démonstrations d'émotions parfois excessives.
C'est un vrai plaisir de revoir Elizabeth Shue dans le rôle de la regrettée Madeline Stillwell. Stillwell est là pour aider le protecteur à prendre conscience de son destin, devenir un dieu tout-puissant qui massacre les non-croyants. Cette scène, à la fois hilarante et troublante, nous laisse nous interroger sur les conséquences psychologiques qu'aura le protecteur à la fin de la saison. De plus, cette scène tombe particulièrement bien avec ce qui se passe dans notre monde, et je l'évoque plus tard. Si l'intrigue principale de cet épisode manque un peu de rythme, on a au moins le droit à une sous-intrigue intéressante, le retour de Ryan et ses retrouvailles avec Butcher. Leur conversation, aussi maladroite que émouvante, est poignante. Butcher manipule le jeune homme pour qu'il accepte de se sacrifier afin d'éliminer le protecteur. L'ensemble est assez glaçant, car cela nous rappelle que même lorsqu'il est le plus ouvert et sincère, Butcher manipule sans cesse son entourage. Le parcours de Ryan dans cet épisode s'éloigne de celui de son père. Ryan demande à Butcher s'il finira par devenir comme le protecteur. Il ajoute qu'il ne s'en prend qu'aux personnes autour de lui. Cette prise de conscience prouve que Ryan peut encore choisir de ne pas suivre les traces de son père. Bien que Ryan et Butcher soient souvent en désaccord, il est évident qu'il considère ce dernier comme une figure paternelle plus importante que le protecteur. Les scènes de Cameron Crovetti et Karl Urban donnent une véritable profondeur à l'épisode et répondent à la question de Hughie à Butcher dans l'épisode 2. Oui, il reste encore une part d'humanité chez notre diabolique détracteur des super. Si Butcher ne cache rien à Ryan, il baisse aussi suffisamment sa garde pour nous rappeler qu'il est, au fond, humain. L'épisode pose habilement les bases du nouveau spin-off préquel de l'univers, Vought Rising. Il introduit le V1, la version originale du composé V créé par Frederick Vought. Sedge mentionne que seuls quelques super ont bien réagi au V1 dans leur sang. Le petit soldat, Stormfront, Bombsight, Private Angel et Torpedo. Et tous les 5 seront à l'affiche de Vought Rising. Lorsque Sedge révèle au petit soldat que Stormfront est un autre nom pour Clara Vought, alias Liberty, son visage habituellement impassible s'adoucit. Même le protecteur le remarque. J'ai comme l'impression que la relation amoureuse du petit soldat et du protecteur avec la défunte Stormfront ne fera qu'accentuer leur tension, sans parler de la partie de jambes en l'air du petit soldat avec Firecracker. Les scènes d'action de cet épisode sont assez divertissantes, même si elles ne représentent pas le meilleur de la série. Le combat de Hughie contre un homme invisible est particulièrement amusant, jusqu'à ce que Annie soit persuadée que Cindy l'a tué. La confrontation entre le protecteur et Ryan à la fin de l'épisode est glaçante. On obtient ainsi la réponse à l'une des questions les plus brûlantes soulevées par la bande-annonce. Qui va se faire brutalement tabasser par le protecteur? Et il s'avère que c'est le pauvre Ryan qui en fait les frais. Ryan confronte le protecteur après avoir appris qu'il a violé sa défunte mère. Comble de l'exaspération, le protecteur rejette la faute sur sa victime, prétendant qu'elle l'a séduit, ce qui est écœurant à entendre. On perçoit des bribes de la personnalité du protecteur en Ryan durant leur affrontement. Bien que le protecteur hésite d'abord à frapper son fils, Ryan refuse de céder, assoiffé de vengeance pour Becca. La scène où la caméra se focalise sur le protecteur rouant de coups Ryan jusqu'à ce qu'il soit à 2 doigts de la mort est terrifiante. Le protecteur est assoiffé de pouvoir. Il ne se sent, lui, que lorsqu'il domine. Voilà la masculinité toxique à l'œuvre. Ce combat à sens unique marque un point final glaçant à leur relation père et fils. Difficile de savoir quel rôle Ryan jouera dans la suite de la saison, mais au moins, il est bien utilisé ici. Après que Samir et Zoé ont détruit le virus tueur de Super, les boys se retrouvent sans arme pour l'arrêter. Désormais, le protecteur est déterminé à retrouver le V1, qu'il compte s'injecter pour devenir immortel comme le petit soldat. Un protecteur immortel signifierait la fin du monde. Ce nouveau tournant donne une nouvelle dimension à la suite de l'histoire. Les boys parviendront-ils à l'empêcher de mettre la main sur le reste du V1? Comme souvent dans cette série, nos héros sont plus efficaces lorsqu'ils improvisent. Rien n'est jamais ordonné ni figé chez les boys, et c'est exactement ce que voulait le protecteur. Alors que la saison 5 explore plus en profondeur son intrigue sombre, la série continue de laisser libre cours à sa satire, tout en prédisant la réalité. Qu'on le déplore ou non, la série à succès a suscité de nombreuses discussions ces dernières années en raison de ses parodies de la vie réelle, principalement centrées sur le monde politique. La cible principale reste Donald Trump, de manière explicite ou implicite. Qu'on le veuille ou non, le principal antagoniste est clairement inspiré du président américain, le protecteur devenant en quelque sorte président lui-même dans cet univers fictif. Continuer à tourner en dérision une figure aussi clivante peut paraître controversé, comme cela a indéniablement influencé la note de la saison 4 sur Rotten Tomatoes. Mais il n'est pas dans l'ADN de la franchise d'éviter ce genre de sujet. Aujourd'hui, les parallèles sont plus frappants que jamais, surtout après le dernier épisode.
Alors que le protecteur commence à se présenter comme une figure de Dieu dès la saison 3, la saison 5 n'a fait que renforcer cette image divine du personnage. Son interaction avec Madeline a conforté ses illusions, démontrant clairement que l'antagoniste se prend pour un être supérieur. Par conséquent, le fait que cet épisode ait été diffusé la même semaine où le président Trump a publié une photo de lui-même en Jésus générée par une IA ne pouvait pas être mieux synchronisé, car cela ressemble à une prédiction parfaite. Même si la série se veut aussi audacieuse et originale que possible, elle ne peut s'empêcher de faire écho au monde réel. Outre sa responsabilité dans la mort de A-Train et sa quête d'immortalité, l'histoire du protecteur est fortement axée sur sa volonté de devenir une figure quasi divine adulée des masses. Ces méthodes sont naturellement poussées à l'extrême, notamment au vu des paroles de l'apparition de Madeline concernant son désir de devenir le seul vrai Dieu, mais il est clair qu'il souhaite faire taire ses opposants et devenir la personnalité la plus populaire d'Amérique. De manière controversée, ce personnage fictif est censé être une caricature de Donald Trump, ce qui rend difficile d'ignorer la ressemblance entre son désir d'admiration et la politique actuelle. Le président Trump a souvent critiqué les journalistes qui le contestent et a popularisé l'expression fake news dans le paysage politique. Le fait qu'il ait récemment publié une photo de lui en Jésus guérissant les malades ne pourrait être plus révélateur de la façon dont il se perçoit, et qu'il ait réellement cru ou non être représenté comme un médecin, l'image présentée des parallèles religieux évidents qui ont suscité une controverse immédiate et considérable. L'histoire du protecteur présente de nombreuses similitudes, malgré les affirmations de Eric Kripke selon laquelle la saison 5 aurait été écrite avant la dernière élection présidentielle. L'épisode lui-même a probablement été écrit il y a plus d'1 an, ce qui souligne le pouvoir prédictif de la série. Même les scènes qui ne sont pas forcément parodiques semblent ancrées dans la réalité actuelle, un élément crucial pour la singularité de la série. The Boys n'hésite donc pas à aborder des sujets sensibles, et au fil de la diffusion de la saison, ces événements pourraient continuer à refléter l'actualité, rendant les prochaines actions du protecteur d'autant plus fascinantes. À l'heure actuelle, la réalité semble vraiment dépasser la fiction, et même si The Boys reste une série hilarante et audacieuse qui n'hésite pas à traiter de sujets délicats, force est de constater qu'elle est devenue plus douée pour prédire le paysage politique que pour le tourner en dérision. Des hauts et des bas pour cet épisode, même si quand même le protecteur reste le protecteur. C'est lui qui tient la série sur ses épaules. Heureusement qu'il est fort. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu aimerais voir par la suite? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.